Regardez cette carte, vous voyez les Pays-Bas. Un pays assez petit, solide et qui défie l'eau. Et son immense voisin, à l'est, l'Allemagne. Mais au lieu d'accepter les Pays-Bas dans la taille que nous leur connaissons aujourd'hui, je veux que vous imaginiez une carte où la frontière néerlandaise ne s'arrête pas à Enschede ou Arnhem, ou à toute autre ville dont je pourrais écorcher le nom. Imaginez-la s'étendant loin vers l'est. Un monde où les villes allemandes de Cologne, Aix-la-Chapelle, Münster et Osnabrück ne sont pas du tout allemandes. Elles sont néerlandaises. Les panneaux de signalisation sont en néerlandais. Les écoles enseignent en néerlandais. Et les équipes de football locales jouent dans l'Eredivisie. Aujourd'hui, nous associons principalement les concepts d'une grande Néerlande à des mouvements qui veulent réannexer la Flandre ou conquérir toute la Belgique. Mais en 1945, ce n'était pas un fantasme radical ou marginal. C'était une proposition officielle, validée par le gouvernement, connue sous le nom de Plan Bacher Scout, ou, de façon plus ambitieuse, le Plan Groot Nederland, le plan de la Grande Néerlande. S'il avait été pleinement réalisé, les Pays-Bas auraient augmenté leur superficie totale de 30 à 50%, et leur population aurait augmenté de plusieurs millions. Ils seraient passés d'un petit pays côtier à une puissance européenne, un géant territorial détenant les clés du Rhin et de la côte de la mer du Nord. C'était un plan radical. Le gouvernement néerlandais ne voulait pas seulement quelques ajustements de frontières ou quelques petits champs, il voulait des terres allemandes sans Allemands. Ils étaient prêts à déporter des millions de personnes pour faire de la place à un nouvel empire néerlandais continental, ressuscitant ainsi leur ancien âge d'or. C'était un plan que certains disent, né d'une pure vengeance froide et d'un besoin désespéré de survie après la guerre. Alors que l'encre séchait sur ces cartes, un jeu d'après-guerre bien plus vaste opposait Américains et Soviétiques. Un jeu qui allait transformer la Grande Hollande en une note de bas de page oubliée de l'histoire. Alors, pourquoi les Néerlandais pensaient-ils avoir un droit sur cette terre? Quelle était la logique du patrimoine commun pour le justifier? Et pourquoi toute cette histoire s'est-elle terminée par une opération de contrebande nocturne impliquant des tonnes de beurre et de café, digne d'un film? Pour comprendre l'audace de ce plan, il faut remonter un peu dans le temps, jusqu'à l'hiver le plus sombre de l'histoire néerlandaise. En mai 1945, les Pays-Bas étaient un pays brisé. 5 années d'occupation nazie avaient déchiré la nation. Les Allemands n'avaient pas seulement occupé, mais aussi systématiquement pillé le pays. Le tournant pour le sentiment néerlandais fut l'Ongerwinter, la hiver de la fin de 1944, après que le gouvernement néerlandais en exil ait appelé à une grève des chemins de fer pour aider l'avancée des Alliés. Pendant l'opération Market Garden, les nazis ont riposté par un embargo total sur la nourriture et le carburant. Dans l'Ouest, les gens mangeaient des bulbes de tulipes et des betteraves sucrières. Des milliers moururent de froid ou de faim dans les rues. Lorsque la libération est enfin arrivée, l'ambiance n'était pas seulement à la joie, mais aussi à une fureur intense et contenue. L'État néerlandais a évalué les dégâts à 25 milliards de florins, et il voulait que l'Allemagne paie pour ce qu'elle avait infligé à leur pays et à leur peuple. Mais il y avait un gros problème. En février de cette même année, lors de la conférence de Yalta, les trois grands, Staline, Roosevelt et Churchill, avaient déjà pris cette décision. L'Allemagne ne paierait pas de réparations en espèces. L'Allemagne n'avait pas d'argent, c'était un tas de ruines. L'idée que les réparations imposées après la Première Guerre mondiale et favorisaient l'émergence de la Seconde Guerre mondiale était assez répandue. Ils voulaient éviter une troisième guerre et avaient besoin de l'Allemagne. Alors ils ont abandonné l'idée des réparations en espèces. Et à cause de cela, le gouvernement néerlandais, dirigé par des personnalités comme le ministre des Affaires étrangères, Ilko van Cleffens, a changé de cap. S'il n'y avait pas d'argent, il y aurait des terres. Van Cleffens l'a dit de façon célèbre ainsi. « Si vous ne pouvez pas nous payer en or, vous nous paierez en terre. » Et c'est là qu'entre en jeu Fritz Beckerschütt. Ce n'était pas un général ni un politicien animé par la vengeance. C'était simplement un fonctionnaire, le président du service national pour le plan national. Un nom un peu redondant. C'était un homme qui voyait le monde à travers le prisme de l'urbanisme et de la logistique. Beckerschütt est devenu la voix principale du comité néerlandais pour l'expansion territoriale. Sa mission, confiée par le gouvernement, était de trouver comment rendre les Pays-Bas plus grands, plus forts et plus sûrs. Ce n'était pas une idée vague, n'est-ce pas?
Il n'a pas juste tracé des frontières imaginaires sur une carte ou une serviette. Il a élaboré 3 variantes, distinctes et détaillées, d'un plan visant à annexer des parties du nord-ouest de l'Allemagne. La variante A était connue sous le nom de frontière de West. C'était le scénario du grand rêve. Le slogan de Bakershoot était « Nederland Grenzkomma aan de Weser ». La frontière des Pays-Bas sera à la Weser. Selon le plan A, les Pays-Bas annexeraient tout ce qui se trouve à l'ouest d'une ligne allant de Wilhelmshaven à Osnabrück, descendant à travers le Ham-Wessel, et ensuite longerait le Rhin jusqu'à Cologne, avant de couper à travers vers Aix-la-Chapelle. Cela aurait ajouté des villes allemandes légendaires à la couronne néerlandaise. Cologne avec sa cathédrale imposante, Aix-la-Chapelle, le siège de Charlemagne, et la puissance industrielle de la Ruhr. C'était la version qui aurait augmenté la taille des Pays-Bas de 50%. Cela aurait également réduit considérablement l'Allemagne, et lui aurait retiré une grande partie de sa ceinture industrielle. La variation B était communément appelée la tranche modérée. Elle était légèrement plus conservatrice. Elle excluait les grandes villes rhénanes comme Cologne, Mönchengladbach et Neuss, sans doute car les Néerlandais ont compris la difficulté de gouverner. Des millions d'Allemands en colère dans un ensemble de villes bombardées, en particulier comme Cologne, serait un cauchemar, et les déporter tous de force serait encore pire. Et puis la variante C était considérée comme le strict minimum. C'était le plan de secours. Elle se concentrait sur la région de l'Emsland, la zone autour de Wessel et l'ancien duché de Klefs. Elle était conçue pour redresser la frontière et s'emparer de terres agricoles précieuses, sans assumer un fardeau démographique trop important. Je veux dire, si vous utilisez des outils d'IA, vous savez que cela a été un petit problème récemment. OpenAI, par exemple, a récemment annoncé son intention d'introduire des publicités dans ChatGPT. Ils affirment que les annonceurs n'influenceront pas les réponses, ni n'auront accès à vos conversations. Mais certains employés seraient apparemment inquiets que cela puisse finir par prendre la même direction que les plateformes de réseaux sociaux. Cela soulève la question. Si vous utilisez l'IA pour rechercher, trouver des idées ou poser des questions, ces conversations sont-elles vraiment privées? Donc, choisir le plan A, car il avantageait les Néerlandais. Comment justifiez-vous la prise de terres allemandes depuis des siècles? Bien sûr, l'argument était qu'elles serviraient de réparation de guerre, mais ce n'était pas suffisant pour une mesure aussi radicale. Bakershoot savait qu'il ne pouvait pas se fier aux cartes historiques, car les Allemands contrôlaient fortement cette histoire. À cette époque, sans réseaux sociaux pour influencer les esprits ou réécrire l'histoire, il s'est tourné vers la linguistique et le patrimoine. Il s'est concentré sur les dialectes bas-saxons parlés dans le nord-ouest de l'Allemagne. Ces dialectes font partie d'un continuum qui s'étend directement jusqu'aux dialectes de l'est des Pays-Bas. Un continuum dans le contexte linguistique signifie essentiellement qu'il existe différentes langues ou dialectes répartis sur un ensemble de régions. Mais ils appartiennent à la même famille et restent mutuellement compréhensibles à mesure que l'on se déplace à travers ces régions. Ainsi, alors qu'une personne de l'extrémité ouest, disons la région A, pourrait ne pas comprendre quelqu'un de l'est, par exemple la région D. Les régions intermédiaires comme C et D, B et C, ainsi que A et B, se comprennent mutuellement au fur et à mesure qu'elles avancent. Sur cette base, Bakershoot a soutenu que les habitants de ces terres allemandes n'étaient pas de véritables Allemands prussiens. Il les a qualifiés de néerlandais germanisés, des personnes et des régions qui seraient devenues allemandes, simplement à cause de la conquête politique et militaire prussienne, et qui, selon lui, avaient sans doute un lien plus fort avec les Néerlandais. La logique était que ces personnes, corrompues par des siècles de domination allemande, restaient au fond cousines des Néerlandais. Cela offrait une sorte d'excuse morale. Les Néerlandais n'étaient pas des conquérants. Ils étaient des libérateurs revenant gouverner leurs frères perdus de vue depuis longtemps. Mais il y avait un côté bien plus sombre au plan, qui jetait en quelque sorte tout cet argument par la fenêtre. Ce pamphlet intitulé Ostland, Unsland, Eastland, Notre Terre, exposait une réalité assez accablante. Les Néerlandais voulaient la terre allemande sans les Allemands. Le plan prévoyait l'expulsion systématique de millions de personnes. Les premiers à partir seraient tous ceux qui s'y étaient installés après 1933. Ensuite, tous les anciens membres du parti nazi et toute personne vivant dans une ville de plus de 2500 habitants. Pour rester, il fallait prouver sa nationalité néerlandaise, parler le dialecte, ne pas avoir de famille ailleurs en Allemagne et, en somme, renoncer à son identité allemande. C'était un processus de néerlandisation, un effacement culturel forcé. Aujourd'hui, cela peut paraître plus malveillant et radical qu'à l'époque. Vous savez,
il faut toujours tenir compte du contexte historique lors de toute évaluation. Les Néerlandais n'étaient pas spécialement maléfiques ou cupides en 1945. Ils voyaient l'Allemagne perdre des terres au profit de ses voisins après des guerres. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a été privée de 13% de ses terres européennes. L'Alsace-Lorraine est revenue à la France, Eupen-Malmedy à la Belgique, le Nord Schleswig au Danemark. Le corridor polonais, célèbre, a permis à la Pologne d'accéder à la mer tout en divisant l'Allemagne. Si ces pays ont pu prendre des terres à l'Allemagne, pourquoi les Pays-Bas n'ont-ils pas fait pareil ? Après 1945, les pertes furent encore plus radicales. La ligne Oder-Neisse a vu l'Allemagne perdre près d'un quart de son territoire de 1937 au profit de la Pologne et de l'Union soviétique. Des endroits comme la Silésie et la Prusse orientale, des terres qui étaient allemandes depuis 700 ans, d'où l'État prussien est né et a unifié l'Allemagne. Ces territoires ont été vidés de leur population et donnés à d'autres. Voyant les Français et les Polonais s'emparer de terres, les Néerlandais se sont dit « Pourquoi pas nous ?» Même aux Pays-Bas, on disait que la reine Wilhelmine était une grande partisane du plan. On la décrivait comme énergique dans sa quête de terres allemandes, poussant constamment le gouvernement à négocier plus fermement avec les Alliés. Et pendant que le gouvernement prévoyait de s'emparer de ces terres allemandes, il avait déjà affaire aux Allemands présents dans les Pays-Bas actuels. Après la guerre, de nombreux Allemands furent déclarés sujets ennemis. Lors d'une opération appelée Tulipe Noire, près de 4000 Allemands furent rassemblés, placés dans des camps d'internement, puis finalement déportés. L'ambiance était tellement anti-allemande que même l'Église catholique, qui d'habitude restait en dehors de ce genre d'affaires, a vu une opportunité dans l'annexion. Pourquoi ? Car les territoires allemands concernés, tels que la Rhénanie, étaient très catholiques. Les annexés auraient modifié l'équilibre religieux des Pays-Bas, donnant plus de pouvoir au sud catholique par rapport au nord protestant. Je pense que ce ne serait pas le cas s'ils expulsaient tous ces Allemands catholiques, mais tout le monde n'était pas d'accord. Wilhelm Dries, le ministre des Affaires sociales et plus tard Premier ministre, y était fermement opposé. Lui et d'autres personnes de gauche craignaient le fardeau économique de millions de réfugiés et le ressentiment à long terme que cela engendrerait. Les églises protestantes néerlandaises ont aussi rejeté cette idée, affirmant qu'on ne pouvait rendre chaque Allemand responsable des crimes nazis. Quand les conflits internes ont rencontré des pressions externes, il est devenu clair que le plan échouerait. En 1947, la Haute Commission alliée, le groupe qui dirigeait l'Allemagne occupée, a examiné la demande néerlandaise et a simplement dit non. La raison était une question de simple arithmétique. L'Allemagne avait déjà accueilli 14 millions de réfugiés des territoires cédés à la Pologne et aux Soviétiques. Le pays était alors une poudrière humanitaire. Si les Néerlandais expulsaient encore 2 millions de personnes, les zones d'occupation occidentale s'effondreraient. De plus, la guerre froide commençait, et l'Allemagne était en train d'être divisée en deux. Les Américains ont compris qu'ils avaient besoin d'une Allemagne de l'Ouest stable et productive comme bouclier contre l'Union soviétique. Une Allemagne de l'Ouest faible et humiliée serait un terrain fertile pour l'expansion du communisme, et les États-Unis ont essentiellement donné un ultimatum aux Néerlandais. Vous pouvez bénéficier du plan Marshall et recevoir des fonds américains pour reconstruire votre pays, ou poursuivre l'acquisition de terres allemandes, mais pas les deux. Face au choix entre un tas de ruines allemandes, une multitude de problèmes, et une valise pleine de dollars américains, le gouvernement néerlandais a choisi l'argent qui n'apportait pas avec lui une liste gigantesque de problèmes. Et en 1948, le plan de la Grande Néerlande s'était réduit à presque rien. Les Alliés ont accordé aux Pays-Bas seulement 69 km² de terre. Cela comprenait la petite ville d'Elten et la région de Selfkant, un transfert plus symbolique qu'autre chose. Et pendant 14 ans, les habitants de ces territoires sont devenus néerlandais. Ils avaient des passeports néerlandais et suivaient les lois néerlandaises, mais l'Allemagne de l'Ouest les voulait de retour. Après des années de négociations, un accord a été conclu en 1960. L'Allemagne a payé 280 millions de marks comme règlement, et en échange, les Néerlandais rendraient les terres, et cela a en fait conduit à l'une des nuits les plus bizarres de l'histoire européenne, appelée la nuit du beurre, parce que les terres allaient changer de main à minuit. Le 1er août 1963, les commerçants ont vu une énorme faille. Les taxes sur le café, le beurre et l'électronique étaient bien plus basses aux Pays-Bas qu'en Allemagne. Alors, lors de la dernière nuit, des centaines de camions remplis de marchandises ont été conduits à Elton et Selfkant et garés. Lorsque l'horloge a sonné minuit, la frontière s'est déplacée au-dessus des camions. Soudain, toutes ces marchandises sont arrivées légalement en Allemagne, sans qu'aucune taxe ne soit payée.
Le trafic était si intense que les routes ont été détruites par le poids des camions et refaites par les Allemands. Une fin amusante, à ce qui aurait pu être une histoire très dramatique, pleine d'annexions, de déportations et de relations très tendues entre ces deux voisins. Et cela pour les décennies à venir. Aujourd'hui, la frontière ressemble presque exactement à ce qu'elle était en 1939, à l'exception d'un tout petit endroit. Il y a une colline, près du village de Willer, appelée Dweivelsberg. Cela se traduit par quelque chose comme la montagne du diable. Pendant les négociations, les Néerlandais ont refusé de la rendre. Elle reste à ce jour une partie des Pays-Bas, un minuscule vestige de 3 km² d'un plan qui a failli remodeler l'Europe. Si Bekershoot avait obtenu gain de cause, les Pays-Bas seraient un géant démographique en Europe. Aujourd'hui, ce serait un pays de 25 à 30 millions d'habitants contrôlant le cœur industriel du continent. Ce pays serait aussi issu de migrations forcées et de purification ethnique, un héritage ayant troublé l'unité européenne des siècles durant. À la place, les Néerlandais ont choisi un autre type de pouvoir. Ils sont devenus membres fondateurs de l'Union européenne. Ils ont compris que, dans un monde moderne, des frontières ouvertes et le commerce valent bien plus que quelques milliers de kilomètres de terre conquise. Mais les plans de Bekershoot restent un « et si » assez troublant. Un rappel de la façon dont la carte de l'Europe a failli être réécrite, comme dans de nombreux autres exemples à travers l'histoire. Et les gars, regardez ma tasse aujourd'hui, elle bouge sur un bateau en regardant les étoiles. Il a demandé « Comment s'appellent ces choses ? C'est ce que tu emportais en voulant fuguer, enfant. » Je ne crois pas que quelqu'un l'ait réellement fait, c'est surtout dans les dessins animés. Mais oui, il a aussi un haut de forme plutôt cool et une lanterne. Alors, tu as déjà soutenu la chaîne sur Patreon ou ici sur YouTube. Si tu t'abonnes, tu as accès à une vidéo exclusive chaque mois. Il y a aussi d'autres avantages, comme tu sais, les commentaires et tout ça. Je ne suis pas sûr de ce que c'est. Mais tu reçois des trucs, et parfois un accès anticipé aux vidéos aussi. Je dis toujours ça dépend du planning de production et si je les termine à temps ou pas. Dans tous les cas, tu soutiens directement la chaîne. Donc si tu aimes les vidéos et que tu veux que je continue à en faire, ces petits soutiens m'aident énormément à continuer et à produire ces vidéos. Alors pense-y. Sinon, pas de soucis, merci quand même.